C'est le Jabrasso. Oui. Oui. Ah, on a un petit Larsen, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être parce qu'il y a deux personnes dans la même salle. Alors, un petit message à tous nos participants. On fait encore quelques ajustements techniques. Bonjour à tous. On est à vous dans quelques instants. Et on fait quelques ajustements pour qu'on puisse tous bien s'entendre et participer. Je vais vous mettre un petit message dans le chat. Hop. Voilà. Donc là, on a pas mal de monde. On va encore attendre une petite minute ou deux. On a un écho encore. Hein. Mais c'est moi en fait. C'est moi qui coupé le micro et oui, pas sûr. Ah, couper le son et ton. D'accord. Normalement, c'est bon. Désolé. C'était chez nous. On est sur un micro partagé, pas dans la même pièce. D'accord. On va y arriver, pas de souci. Ouais. Juste un petit ordinateur capricieux qui ne peut pas reconnaître un casque. On est bon. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Alors, du coup, peut-être, on attendait, pour vous donner tout le contexte à tout le monde, on attend encore une de nos intervenantes qui rencontre quelques difficultés à nous rejoindre, mais on ne va pas tarder à commencer. Et elle va sûrement nous suivre à distance par téléphone si jamais cela ne se résout pas. C'est bien ça, Caroline. Effectivement, Madame Sorat de l'APEC, consultante à l'APEC, a une difficulté malheureusement technique. Ça peut arriver. Et elle nous rejoindra, mais directement par téléphone. Donc, voilà, elle sera présente, mais par le biais du téléphone. Oui, bonjour. Dans ce cas, si vous en êtes tous d'accord, je pense qu'on peut démarrer tranquillement notre webinaire. Il est 11h05. Nous sommes entre 25 et 30 participants. Donc, les personnes peuvent nous rejoindre encore au fil de l'eau, ça ne pose pas de souci. Pour vous donner quelques éléments pour cadrer notre webinaire, on est ensemble pour environ 1 heure. On a la possibilité de répondre à vos questions pendant tout le webinaire. Donc, il ne faut pas hésiter. Sur votre droite, vous avez un petit pavé technique. Et dans ce pavé technique, vous avez l'onglet chat, chatter, dans lequel vous pouvez nous adresser vos interrogations. Et nous allons y répondre tout au long du webinaire. Alors, si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on prendra le temps de vous répondre ensuite en reprenant les questions auxquelles peut-être on n'aura pas eu le temps de répondre. Voilà. Vous avez également à votre disposition dans l'onglet « Documents à distribuer » qui est également sur le volet droit, le support de ce webinaire qui est à votre disposition et que vous pouvez directement télécharger. Alors, je vous propose qu'on commence peut-être par un petit tour de table. Donc, on est sur un webinaire de notre fil rouge « Recruter autrement ». Zoom sur le handicap, que nous avons le plaisir de dérouler pour l'ensemble de nos entreprises adhérentes sur le mois de novembre. Et nous sommes aujourd'hui en direct de la région Occitanie avec nos intervenants ici présents. Je vous propose que vous vous présentiez tous en 2 mots. Alors, peut-être Clémentine, vous pouvez commencer ? Oui, bonjour. Clémentine Cocula, je suis chargée d'études et de développement entreprise au sein de l'AGFIP, l'association de gestion du fonds dédié à l'insertion des personnes handicapées, et j'œuvre sur le territoire de l'Occitanie. Bienvenue à tous. Merci Clémentine. Jean-Luc, si vous voulez bien prendre la suite. Sans souci. Donc Jean-Luc Habiteboul, je suis délégué régional de Keops Occitanie et je représente aujourd'hui donc les CAP Emploi d'Occitanie en charge de l'accompagnement et du placement des personnes en situation de handicap et Pôle emploi. Et on verra comment ces deux acteurs œuvrent pour faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous une entreprise de l'Opco Atlas, donc Web Atrio, dont nous avons plusieurs représentants ici. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors, peut-être Diane, Sébastien, Laurie, à vous la parole.
Alors, je suggère un élément qu'on avait suggéré hier pour faciliter l'entente, pour savoir qui parle. C'est si vous avez un petit post-it ou quelque chose, ou une main finalement à lever pour savoir qui est la personne qui parle. Moi, je suis Diane, je suis en charge du recrutement et DRH chez Webatrio avec mes entreprises de services du numérique spécialisées dans le développement web, avec mes camarades Sébastien et Laurie ici présents. Que je laisse se présenter. Je me présente d'abord. Moi, je m'appelle Laurie Mazurier. Je suis développeuse web et à contrat pro. Et je suis apparemment projectionniste. Et le cinéma a fermé, j'ai fait une reconversion. Et j'ai choisi le métier de développeur web et Webatrio. Alors, on a un petit problème de Larsen. Je ne sais pas si c'est résolu. Laurie, si vous voulez bien reprendre pour qu'on entende bien, ce que vous disiez. Pour ma part, je me suis arrêtée à projectionniste. Alors, si vous voulez juste peut-être recompléter pour les gens qui nous regardent. Ok. Donc, je termine. Ben voilà, je suis développeuse web. Très bien. Du coup, Sébastien, peut-être, vous pouvez prendre la suite. Et tout à fait. Donc, je m'appelle Sébastien Clément et je suis également du coup développeur d'applications web depuis quasiment 10 ans. Très bien. Et du coup, Christelle, si tu veux bien. On n'entend pas. Ah, non, le micro. C'est moi qu'on n'entendait pas cette fois-ci. Bonjour à tous et à tous. Donc, ravie d'être présente sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis Christelle Imi et je suis référente de l'alternance et je représente donc l'OPCO Atlas et plus particulièrement la délégation d'Occitanie. Et donc, j'ai pour mission la promotion et le développement de l'alternance auprès donc des organismes de formation et également des acteurs institutionnels comme ceux qui sont présents aujourd'hui. Voilà, donc merci de m'accueillir. Merci Christelle. Et donc, moi, je vous accompagnerai pendant ce webinaire sur l'animation. Je suis Caroline Pachou, chef de projet handicap et diversité au sein de l'OPCO Atlas. Et du coup, je viens plutôt en tant que facilitatrice sur ce temps d'échange où je vais prendre vos questions et diffuser le support et du coup, animer les temps de parole pendant ce webinaire. Donc, sans plus tarder, je vous propose que l'on commence. Et pour répondre aux petites questions qu'on a dans le chat, oui, le support est à disposition. Vous pouvez le télécharger sur votre droite. Donc, si vous êtes amené à quitter le webinaire en cours de webinaire, vous avez le support à disposition. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le télécharger. Alors, commençons avec du coup alors, attendez. Voilà. Commençons donc avec le sommaire. Donc, si vous voyez tous bien mon écran, nous avons découpé ce webinaire en 3 parties principales avec d'abord un retour sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour que nous puissions poser le contexte et savoir de quoi on parle tous ensemble aujourd'hui. Le temps fort de notre webinaire avec notre entreprise Webatrio ici présente, un témoignage d'un parcours gagnant-gagnant dans une de nos entreprises. Et enfin, nous nous attacherons à vous présenter les étapes d'un parcours réussi, de la définition du besoin en passant par la phase de recrutement, puis au maintien dans l'emploi grâce à nos intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec du coup cette mise en contexte réglementaire sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et je vais laisser la parole à Clémentine donc de l'AGFIP qui est avec nous aujourd'hui. Et je crois que Clémentine a une question à nous poser. Ah bon? Oui, sondage, Clémentine. Oui, la question du sondage, en effet, mais que je n'ai plus en mémoire. Mais c'est pas grave, je vais la lancer. Pardon, alors du coup, vous voyez, c'est les aléas du direct. Non, je vais la lancer, Clémentine, rassurez-vous, c'est bien comme ça. Et donc, en fait, avant de rentrer avec Clémentine dans le vif du sujet, la question, c'était, pour compléter
mon obligation du coup d'emploi de travailleur handicapé, la fameuse déclaration annuelle qu'il y a à remplir, je ne dois déclarer que les salariés en CDD ou en CDI. Alors, à votre avis, je lance le sondage. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À votre avis, chers participants. Donc là, il complète. On va vous laisser encore quelques petites secondes pour laisser à l'ensemble de nos participants l'occasion de répondre. Encore quelques secondes. Très bien. Alors, on a une majorité de faux, effectivement. On va y revenir un petit peu après. On a une majorité de faux. Clémentine, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en nous parlant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés? Oui, tout à fait. Donc, je vais vous présenter ce fameux cadre légal dont on parle maintenant, histoire de recontextualiser un peu voilà, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. On peut passer effectivement à la slide juste après, Caroline. Merci. Alors, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, voilà, elle est encadrée par plusieurs lois qui sont venues se succéder. Tout d'abord, il y a eu la loi de 1987 qui a introduit finalement cette obligation d'emploi et elle impose à tout employeur d'au moins 20 salariés d'employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de son effectif total. Donc, l'employeur, lui, se doit de déclarer chaque année voilà, le nombre d'emplois occupés par des travailleurs handicapés pour justifier qu'ils respectent ou pas son obligation d'emploi par le biais de la fameuse DOETH, la déclaration liée à cette obligation d'emploi. Donc, s'il ne respecte pas cette dernière, il se doit de verser du coup une contribution annuelle. L'AGEFIP a d'ailleurs été créée, instituée par cette loi pour justement collecter les contributions et les redistribuer sous forme d'aide et de prestations à destination des personnes et des employeurs. Ensuite, on a la loi de 2005 qui est venue renforcer la première. Et cette dernière, c'est vraiment un peu la loi de référence finalement dans le domaine du handicap. Il y a notamment eu un renforcement de l'obligation d'emploi voilà, pour les entreprises de plus de 20 salariés et une augmentation du montant de la contribution annuelle. Le principe aussi de compensation effectivement du handicap est instauré, ainsi qu'une définition du handicap et de l'obligation de solidarité de l'ensemble de la société finalement à l'égard des personnes handicapées. Elle affirme aussi le principe de non-discrimination à l'embauche et elle réaffirme là pour le coup le principe d'accessibilité généralisée quel que soit le handicap. Et enfin, dans le cadre de cette loi, il y a également eu la création dans chaque département des maisons départementales des personnes handicapées qui venaient remplacer la cote OREP. Enfin, la troisième loi importante, c'est la réforme de l'obligation d'emploi qui a été instituée par la loi du 5 septembre 2018 qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020. Et cette loi, elle a eu pour objectif finalement de venir dépasser 50% d'employeurs ayant atteint l'obligation d'emploi de 6%. Pour vous indiquer, en 2018, par exemple, seuls 37% des employeurs atteignaient leur obligation d'emploi. Donc voilà, il y a un objectif d'aller encore plus loin dans la démarche et d'être encore plus efficace finalement. Justement, on va du coup faire un focus sur les grands principes de cette réforme pour que vous ayez en tête les grandes lignes finalement, même si vous avez l'air, d'après les réponses au sondage, très aguerri au sujet, mais je veux bien qu'on passe à la slide juste après. Merci. Alors, du coup, effectivement, il y a des changements sur plusieurs thématiques. D'une part, des changements en termes de modalités de déclaration. C'est-à-dire que dorénavant, l'obligation de déclaration des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, elle incombe à tous les employeurs, quelle que soit leur taille. Donc, même les entreprises de moins de 20 salariés se doivent de déclarer, par le biais de la DSN, les personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Alors, bien sûr, seuls les employeurs de plus de 20 salariés restent soumis à l'obligation d'emploi et auront potentiellement des obligations contributives si l'objectif des 6% n'est pas atteint. Le taux, il reste bien à 6%. Là, ça ne bouge pas, si ce n'est qu'il est révisable tous les 5 ans. Là, les 6%, c'est un taux vraiment plancher qui pourrait être ajusté en fonction de la prévalence du handicap dans la population active et de la situation, bien sûr, des personnes handicapées sur le marché du travail.
Ensuite, on a des changements après les changements en termes de déclaration, on a des changements en termes de calcul des effectifs. Les effectifs qui soient d'assujettissement ou de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ils sont dorénavant calculés en moyenne annuelle. C'est-à-dire qu'on applique les règles de droit commun qui s'appliquent sur toutes les autres cotisations sociales. Par ailleurs, un autre changement important et qui vient justement répondre au sondage sur lequel vous avez été sollicité concerne finalement la nature. Toutes les personnes handicapées, à aujourd'hui, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat, elles sont comptabilisées. Donc CDD, CDI, intérim, alternance, stage, voilà, tout est pris en compte et on le calcule bien sûr en moyenne annuelle, mais peu importe la nature du contrat, vous pourrez les valoriser. Ensuite, les minorations, elles, n'existent plus. Seuls les travailleurs handicapés de 50 ans et plus sont valorisés différemment et sont survalorisés dans le cadre du calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc ça, c'était le deuxième bloc du changement. Le troisième bloc changement, si je puis dire, concerne les déductions de la contribution. C'est-à-dire que dans le cadre de la réforme, donc notamment par exemple au niveau du recours à la sous-traitance auprès du secteur adapté et protégé, le recours à cette dernière reste valorisable. Seulement, ce sont les modalités de prise en compte qui changent. À savoir que voilà, les achats réalisés auprès d'une entreprise adaptée, d'un ESAT ou d'un travailleur handicapé indépendant ne sont plus comptabilisés en termes de modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi, mais en tant que déduction plutôt de la contribution due par l'entreprise. Ensuite, pareil, la liste des dépenses déductibles qui jadis s'élevait à 13 a été réduite. Et les accords agréés, ce n'est pas la fin des accords agréés avec cette réforme, mais elle fixe voilà, une durée maximale du renouvellement des accords qui sont dorénavant renouvelables qu'une fois au bout des 3 ans. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, cette réforme-là, finalement, elle vient vraiment favoriser l'embauche en direct des personnes en situation de handicap sous toutes ses formes, qu'il y ait rémunération ou pas, stage, intérim, etc. Donc vous aviez vu juste au sondage pour la plupart. Merci beaucoup. J'avais coupé mon micro, désolée. Merci beaucoup Clémentine pour ces précisions. Effectivement, voilà, vous aviez vu juste, hein, et donc tout compte. Et ça permet de tout valoriser, toutes vos initiatives et toutes les personnes que vous pouvez embaucher, prendre en stage au sein de votre entreprise. Je vous propose qu'on continue notre webinaire avec du coup le témoignage de notre entreprise qui est ici Webatrio. Du coup, je vais laisser la parole à Christelle, ma collègue, Christelle Imi, développeuse de l'alternance chez Atlas, pour échanger avec notre entreprise en direct. Christelle, es-tu là? Oui, je suis là. Alors juste, je voulais juste… Ah oui, pardon. Attention. Ouais. Ah oui, pardon. Je suis là. Juste, je voulais rajouter que Corinne Sorat est parmi nous, mais simplement avec un suivi téléphonique. Et donc, elle peut intervenir à tout moment sur ce webinaire. Voilà. Donc, effectivement, nous avons le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec l'entreprise Webatrio, à qui je vais laisser la parole pour faire un partage d'expérience et témoigner sur un recrutement inclusif. Juste avant, peut-être redonner quelques éléments de contexte. Donc, Webatrio, c'est une entreprise de services numériques et qui est donc adhérente de l'OPCO Atlas. Hein. C'est pour ça qu'elle est présente parmi nous aujourd'hui, puisqu'elle elle est rattachée en fait à la branche des bureaux d'études. Hein. C'est une branche qui est couverte par le champ Atlas. C'est une entreprise, alors peut-être que Diane nous en dira plus, mais c'est une entreprise de plus de 70 salariés, si je ne me trompe pas, avec un siège parisien et notamment une entité à Toulouse. Webatrio témoigne aujourd'hui parce qu'elle a recruté Laurie Mazoyer, qui est actuellement sur un poste de développeur ou développeuse, hein, on peut dire développeuse, moi je dis développeuse web, et qui est actuellement en contrat de professionnalisation. Et c'est vrai que Laurie a un parcours qui est assez atypique, elle nous en parlera. Et si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est malentendante et donc bénéficiaire d'une RQTH. Donc, elle est en contrat de professionnalisation qualifiant.
et elle a fait ce choix suite à une reconversion professionnelle. Donc, ce contrat de travail en contrat pro se termine prochainement et la bonne nouvelle, c'est qu'il va aboutir sur la signature d'un CDI. Voilà, donc j'ai exposé en quelques lignes la situation. Forcément, on a envie d'en savoir plus, sachant qu'également, il y a des employeurs qui sont présents avec nous, qui ont souvent des interrogations ou des appréhensions, notamment quand ils souhaitent recruter en alternance ou quand il s'agit d'une personne en situation de handicap. Donc, je vous laisse la parole à tous les trois, peut-être démarrer par Diane. Si vous pouvez voilà, nous expliquer ce qui a déclenché cette rencontre et cette collaboration. Je vous laisse la parole et je coupe mon micro pour ne pas perturber. Très bien. Pour replacer dans le contexte de cette petite historique de Webatrio, j'apporte une ou deux précisions. Webatrio, c'est effectivement une entreprise de services du numérique spécialisée dans le développement web, c'est-à-dire que notre valeur ajoutée, notre spécialité et notre spécificité, c'est de vendre la prestation de services de développeurs web sur les technologies front ou back ou les deux. L'illustration, c'est Sébastien ou Laurie désormais. Notre métier, c'est de proposer leurs services à nos clients. Avec effectivement, alors c'est pas un siège à Paris, il y a 2 entités, Toulouse et Paris, une centaine de salariés sur les 2 entités au total, un petit peu plus à Toulouse qu'à Paris, je dirais 60, 70 à Toulouse et désormais 40 à Paris. Il y a une croissance qui va vite et une nouvelle antenne bientôt en janvier 2022 à Lyon. Voilà. Le parcours de Laurie, c'est, je vais lui laisser le présenter, mais effectivement, c'est l'illustration de ce dont on parlait, Clémentine suite au sondage précédemment. C'est d'abord un stage en plein milieu du Covid, coaché par Sébastien, mais d'abord qui devait être coaché par une autre personne qui s'était engagée à l'apprendre à ses côtés, qui a quitté l'entreprise entre-temps, mais qui souhaitait prendre quelqu'un, quitte à prendre un stagiaire dans l'année 2020, quelqu'un qui bénéficiait d'une RQTH parce que lui-même ayant fait le DUOD, il avait été sensibilisé à ça, il avait trouvé que c'était une grande richesse, il avait été confronté à un tout autre handicap lors du DUOD, et il s'était dit, ok, ce coup-ci ce sera avec Laurie, ce coup-ci on trouvera les moyens de travailler et de découvrir Laurie et de travailler en bonne entente compte tenu de ce dont elle a besoin, mais aussi de tout ce qu'elle peut nous apporter. Voilà comment ça a commencé. Donc, c'est une personne qui a connu le DUOD, qui a voulu prendre Laurie en stage. Bon, il a quitté l'entreprise entre-temps avant le stage de Laurie. Donc, une autre personne s'est engagée à prendre Laurie en stage. Il s'est cassé le pied. Et là, c'est là que Sébastien a décidé d'être le tuteur de Laurie lors de son stage. Au terme du stage, on connaît Laurie, on l'a découverte, on l'aime beaucoup, on sait de quoi elle est capable, on lui propose une alternance chez nous, un contrat pro en l'occurrence. Et puis, le contrat pro se termine par un CDI qu'elle a découvert ce matin. Enfin, elle était au courant depuis longtemps, elle l'a découvert physiquement ce matin. Donc, Laurie sera en CDI chez nous à partir du 3 janvier 2022 en tant que développeuse web. Voilà. Je laisse chacun s'exprimer sur le parcours de Laurie. Moi, je suis tout... Laurie, tu veux parler de ton parcours? Laurie, vous pouvez prendre la parole pour raconter aussi votre propre vécu aussi et cette reconversion professionnelle finalement qui se déroule plutôt très bien. Oui, parce que tu as une première vie professionnelle. Oui, oui, effectivement, ma vie professionnelle, la première, j'étais projectionniste et je travaillais dans un cinéma à UGC, au centre-ville à Toulouse, qui a malheureusement fermé ses portes. J'ai décidé de passer à autre chose, j'ai choisi la reconversion dans le monde numérique en tant que développeur web. Et c'est un métier que je voulais découvrir et je ne regrette pas du tout parce que quand j'ai commencé la formation pendant 1 an pour passer le diplôme, et c'est là que je vais faire le stage chez Webatrio et j'ai découvert le monde du travail
Et comment dire, ça me plaît, donc du coup, je vais continuer, mais je manque d'expérience, donc Diane m'a proposé un contrat professionnel pour faire de la pratique. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que j'y suis et que je suis à l'aise, et voilà, je continue cette voie-là, quoi. Et c'est parti. C'est vrai que Laurie, comme toute, comme toute personne sortant d'études, souvent il y a un stage pour valider les études et valider le diplôme, mais c'est surtout que travaillant en recrutement, je suis bien placée pour le savoir, on reçoit pléthore de candidatures de personnes qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, outre peut-être un stage. Et en tout cas, quand on est une ESN, bon, la prestation de service de gens comme Laurie ou comme Sébastien à des clients, les clients, eux, attendent des personnes aguerries, ou en tout cas des personnes qui ont un minimum d'expérience. La manière pour Laurie d'acquérir cette expérience, c'est d'acquérir un CV, d'étoffer son CV, et cette première expérience qui lui met pied dans un métier où désormais la route est plus ou moins tracée, c'était l'alternance. Voilà, on lui a proposé ça en première intention, et puis maintenant, peut mettre son CV, son profil sur LinkedIn, et il y aura toutes les ESN concurrents qui vont venir tout solliciter. Voilà, comme j'imagine Sébastien au quotidien qui me sort mon message de mots doux. J'ai supprimé mon compte LinkedIn. Oui, voilà. Non, il recevait des mots doux tous les jours. Voilà. Et est-ce que peut-être Sébastien qui participe donc à la montée en compétence du parcours de Laurie peut peut-être intervenir sur ce qui a dû être mobilisé pour l'intégration au mieux de Laurie sur son poste de travail, comment se passe l'accompagnement avec vous? Alors, c'est vrai que pour le coup, ça a été un petit peu un défi parce que on cumulait un petit peu cette situation avec un handicap et le Covid. Donc, c'est vrai que pour le coup, ça a amené des problématiques en plus. Mais d'un autre côté, dans notre milieu, l'avantage, c'est qu'on est dans le domaine de numérique. Et déjà, dans le numérique, il existe beaucoup de solutions pour pouvoir justement pallier à ces problématiques. Je me souviens, il y a un moment déjà de ça, j'avais participé justement à une conférence qui parlait justement du handicap au sein de l'entreprise, et il y avait une phrase qui m'était restée de l'animateur qui expliquait que bien souvent, quand on se retrouvait confronté à une personne qui a un handicap, on se focalise sur ce que la personne ne peut plus faire. Et il disait que c'était le contraire qu'il fallait faire, c'était se focaliser sur les capacités de la personne. Et du coup, dans l'accompagnement, ça a été un petit peu cette idée. C'est très bien. On n'a pas trop la possibilité de se voir. On n'a pas trop la possibilité non plus de pouvoir être l'un à côté de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour pouvoir réussir à communiquer correctement et pour moi aussi à l'aider. Donc, quand on arrivait, parce qu'on a quand même essayé de faire en sorte d'être en présentiel assez régulièrement dans la semaine pour quand même pouvoir se voir, Laurie a l'avantage qu'elle a appris aussi à lire sur les lèvres. Bon, malheureusement, on doit porter des masques. Donc, du coup, on a vu avec l'entreprise pour avoir des masques inclusifs qui étaient un peu transparents, qui permettaient de pouvoir quand même continuer à communiquer. Et lorsqu'on était en distanciel, on avait des outils qui, comme par exemple le TeamWeaver, qui permet de faire des partages d'écran, mais qui permet aussi de prendre le contrôle de l'ordinateur de l'autre. Et par exemple, lorsqu'elle était bloquée, du coup, c'était facile pour moi de pouvoir prendre le contrôle de son ordinateur. Là, du coup, on communiquait directement, on ouvrait un bloc-notes et on tapait, en fait, on communiquait en écrivant. Et moi, ça me permettait, depuis directement sur son ordinateur, de pouvoir aller lui montrer, essayer de voir ensemble, débugger, essayer de trouver l'erreur, etc. Donc, ça a été des petites choses qui ont été mises en place au fur et à mesure pour pouvoir faciliter au final notre travail en commun et de pouvoir aussi faciliter sa montée en compétences. Je repensais à une anecdote rigolote, ça m'est revenu en fait, c'est vieux, hein, c'était quand même l'été 2020 le stage de Laurie. C'est ça. Tu avais rasé tu savais qu'elle lisait sur les lèvres, alors tu avais rasé ta moustache. J'avais en partie rasé la moustache pour ça me revient. Parce que je m'étais posé la question en disant mais j'avais la moustache qui tombait limite jusqu'au menton. J'ai dit ça va peut-être être compliqué, donc je m'étais posé. Je suis arrivé avec la moustache bien taillée. Ça m'est revenu quand tu as dit ça. Pour les cuisiner entre les masques qui malheureusement, c'est en pleine période de reconversion à pleine Covid. C'est vrai que ça a été compliqué. Hein. Mais bon, j'ai réussi. Oui, largement. Oui, justement, pardon.
Non, justement, j'allais vous demander quel conseil préconisez-vous peut-être à des entreprises qui nous écoutent. Effectivement, ça peut être un conseil intéressant à suivre de raser sa moustache. Mais voilà, effectivement, il y a plusieurs choses qui peuvent être mobilisées. Est-ce que, Diane, vous avez été accompagnée pendant cette réflexion ou dans votre projet? En tout cas, je pense qu'il y a l'AGFIP puisque vous étiez en contact avec Clémentine. Oui, alors j'étais en train de me demander comment la première fois j'avais sollicité Clémentine. Est-ce que pourquoi Clémentine? Parce que maintenant c'est mon interlocutrice privilégiée, même sur des sujets des fois qui la concernent pas, mais elle sait me renvoyer vers la personne idoine. Mais je sais plus d'ailleurs comment on a été en contact toutes les deux, mais dans les cas, Laurie n'est pas la seule personne ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé au sein de notre entreprise. Les adaptations au poste sont diverses. Des fois, il n'y a rien. Des fois, les handicaps étant tellement divers que les adaptations relèvent de divers dispositifs. Dans tous les cas, on a plusieurs structures qui sont en capacité de nous accompagner là-dessus. Bien entendu, la AGFIP, Cap Emploi également. L'idée, c'est, alors Sébastien a très bien résumé la chose, de focaliser sur qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, voilà, dans le cas de Laurie, on est en plein Covid, elle lit sur les lèvres. Bon, Sébastien reste sa moustache, et s'achète un rasoir, et il a passé un autre de frais, le rasoir. et ensuite, voilà, il s'avère qu'il y a des masques inclusifs. Je pense que Clémentine m'en avait parlé, c'était une société toulousaine en plus qui faisait ça. Bien entendu, sur l'accompagnement au remboursement de tels dispositifs, j'ai été accompagnée par Clémentine, qui aurait même pu remplir le formulaire à ma place, mais bon, elle m'a accompagnée pour leur. Elle avait des collègues qui pouvaient aussi m'aider dans le cadre de ces démarches. Toujours quelqu'un, une fois que vous avez une porte d'entrée dans un organisme tel que la GFIP ou Cap Emploi, si votre interlocuteur n'est pas le bon, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous accompagnera là-dessus. Il y a beaucoup de dispositifs légaux aussi, on ne les connaît pas tous, même en travaillant en RH. Voilà, il faut s'appuyer sur ces structures-là d'un point de vue administratif et organisationnel. Vas-y Christelle. Vas-y. Alors, deux choses. Il y a déjà une question qui à mon avis, est intéressante à poser et je pense que Clémentine peut nous aider à y répondre. Il s'agit, vous avez parlé tout à l'heure, Diane, du Diodet. Et il se trouve qu'en plus, le Diodet, c'est aujourd'hui pour l'édition 2021. Est-ce que Clémentine, je peux vous laisser la parole pour répondre à cette question? Alors, je veux bien sûr répondre à la question. Est-ce que Caroline, tu pourrais me la citer parce que j'ai beau relever le. Ah oui, bien sûr. C'est Madame Poulain qui demande par le chat qu'est-ce que le Diodet? Ah, le Diodet, pardon, c'est la possibilité pour une entreprise d'accueillir le temps d'une journée une personne en situation de handicap dans ses locaux pour présenter son secteur d'activité, son entreprise. Et ça permet à la personne en situation de handicap de éventuellement valider un projet professionnel dans ce secteur-là ou voilà, découvrir un nouveau secteur qui peut-être l'a tenté et elle n'était pas forcément pour laquelle elle voulait avoir davantage d'informations. Alors, le Diodet, c'est lancé par le secrétariat d'État aux personnes handicapées depuis quelques années. Il y a le pendant aussi qui existe, qui peut être mobilisé tout au long de l'année, qui s'appelle Un jour un métier en action. Et c'est la même idée, c'est accueillir le temps d'une journée une personne en situation de handicap. Donc, ça permet de mettre le pied à l'étrier pour cette personne-là. Ça peut, pour vous, en tant qu'entreprise, vous permettre aussi de éventuellement de tomber sur une perle, on ne sait jamais. Et ça a le mérite aussi de témoigner auprès de vos collaborateurs, de venir sensibiliser vos collaborateurs comme quoi votre entreprise, elle est engagée sur ce sujet-là et concrètement. Voilà. Et effectivement, le hasard fait que le Diodet s'inscrit pendant la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées qui a démarré ce lundi et qui se termine à la fin de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le jour du Diodet. Donc, on est cohérent. Voilà, donc, alors on est cohérent et du coup, comme Clémentine vient de vous le dire, si vous êtes intéressé par cette initiative, n'hésitez pas à aller voir le site internet de Diodet. Et si vous n'avez pas du coup participé à cette édition, vous pouvez tout à fait vous orienter vers le pendant AGFIP, Un jour un métier en action.
pour pouvoir faire bénéficier à votre entreprise de cette expérience. Christelle, du coup, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, pardon. Mais tu avais peut-être une deuxième question, peut-être d'un participant, non? Il n'y avait pas une autre question? D'accord. Ok, d'accord. Non, moi, ce que je retiens à travers ce témoignage, mais ça peut être complété, je pense, par Laurie, c'est que déjà, le secteur du numérique est complètement ouvert aux personnes en situation de handicap. Et là, on voit bien, ça méritait peu de compensation finalement. Et puis, c'était des choses voilà, très faciles à mettre en place. Et ce que je retiens aussi, c'est que ce recrutement, il a été fait, enfin, l'élément moteur que je retiens, c'est davantage la rencontre avec un profil qui présentait de la motivation, des compétences, un parcours. Et ce qui est intéressant avec ce regard de l'entreprise WebAtrio, c'est que tout ça, ça a été vu et que ça a permis de mettre en place cette collaboration sur des qualités humaines et professionnelles avant tout. Et la troisième chose sur laquelle je voulais aussi intervenir, c'est la mobilisation du contrat en alternance. Le contrat en alternance, effectivement, dans le secteur du numérique, c'est un excellent levier pour recruter de nouveaux talents, hein, un nouveau talent comme Laurie en reconversion professionnelle. Et c'est vrai que ça s'y prête complètement dans ce contexte-là, puisque ça va permettre à Laurie de développer des compétences. Et en plus, ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on a mobilisé un contrat de professionnalisation qualifiant, c'est-à-dire une formation qui correspondait complètement aux besoins de l'entreprise et également aux besoins de Laurie, qui avait déjà préparé une licence, je crois, en formation dans le cadre de sa reconversion. Mais justement, ce contrat pro est venu se rajouter pour encore monter en puissance sur le poste vraiment adapté aux besoins de l'entreprise. Et c'est là que Atlas intervient sur l'accompagnement financier, parce que c'est un coût, une formation en alternance. Et l'OPCO finance la partie formation. Et comme c'est une personne en situation de handicap, on va compléter le financement avec une majoration. Ça, c'est intéressant de le savoir pour l'employeur quand il va réfléchir à son projet. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans le parcours qui a été décrit par Diane, c'est que c'est une formation qui a été dispensée en interne. Ça aussi, c'est une option qui peut être envisagée par un employeur. Une formation qui est réalisée en interne avec un tuteur et des formateurs qui peuvent se relayer pour accompagner au mieux Laurie, puisque là c'est le cas, c'est Laurie, dans sa montée en compétences. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, peut-être Laurie, par rapport à ce parcours de formation, comment vous l'avez vu Rien à dire. Tu as participé à plusieurs projets chez nous, que ce soit aux côtés de Sébastien, de Romain et de Damien. C'est ça. Comment ça s'est passé leur accompagnement à chacun, parce que tu as été accompagné par plusieurs personnes. J'ai été accompagnée par plusieurs de mes collègues et ils ont pris du temps de me former, de m'expliquer, qui m'a permis de progresser carrément. Tu as fait combien de projets différents à peu près 3 maintenant. 3 ? Oui. Pour quel type d'entreprise ? Si tu peux les citer. C'est pas un projet. Ouais, c'était quel type d'entreprise, les clients, Le deuxième projet, c'est Mutuelle du Soleil. Ouais. Et le troisième projet, c'est Total Planète Énergie. Ouais, donc des clients de domaines assez variés finalement. Et au niveau des technologies, ça t'a permis de toucher à… C'est ça. Oui, là, c'était plutôt effectivement des compétences plutôt techniques qui relevaient en fait de votre champ d'activité. Donc, en fait, la formation qu'elle a faite au préalable sur un niveau licence, plus cette formation que vous avez fait en contrat pro, ça a permis effectivement une montée en compétences progressive pour maintenant, je pense,
être plus autonome sur le poste et voire même être tutrice, hein, peut-être, à l'avenir auprès d'autres alternants. Oui, tiens, d'ailleurs, je pourrais te proposer ça bientôt. Non, mais l'idée, le métier que pratiquent Sébastien et Laurie, c'est un métier, c'est bien de l'apprendre en théorie. Là, pour le coup, je laisserai plutôt la parole à Sébastien là-dessus, mais c'est un métier qui se pratique, en fait. Tout à fait. En fait, c'est ça qui était alors, au départ dans dans le cadre de la formation, donc qui s'était passé pendant l'été, quand Laurie au début est arrivée. Nous après, ce n'était pas évident de pouvoir l'intégrer vraiment dans un projet qui était en cours, parce que ça aurait demandé beaucoup plus de compétences et surtout beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'au départ, j'ai préféré favoriser les projets personnels, c'est-à-dire qu'elle a du coup travaillé sur un projet personnel qu'elle avait, et moi, du coup, je l'accompagnais pour l'aider à trouver des solutions dans ses projets personnels. Mais ensuite, le but, c'était de pouvoir, après, forcément, la mettre le plus rapidement possible sur un projet pour vraiment se retrouver confronté aux contraintes d'un projet qu'on peut avoir. Parce que quand on est sur un projet personnel, bien, on peut choisir exactement la technologie que l'on veut, comment on fait les choses, mais forcément, le client, lui, va poser des contraintes. Et ce qui est surtout important à dire, à ajouter, alors, c'est pas que par rapport au parcours de Laurie, mais c'est surtout sur le métier de développeur. Il y a un élément sur lequel j'aime m'appuyer, c'est de dire que le métier de développeur, c'est un métier d'équipe. On a souvent cette image du développeur qui est une espèce d'ours dans sa grotte qui est tout seul, qui voit jamais le jour, alors que en fait, dans la réalité, en fait, on travaille tout le temps en équipe. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'elle puisse bosser sur plusieurs projets différents pour pouvoir bosser avec des personnes différentes. Et c'est ce cumul d'expérience qui fait que Laurie, du coup, aujourd'hui, a pris énormément d'expérience et a eu un parcours qui était très intéressant parce qu'il y avait une progression qui était forte. Ouais. Mais ça, effectivement, l'alternance étant disposant de la possibilité à la fois d'être entreprise accueillante, mais aussi organisme de formation, hein, c'est une spécificité à Trio. Je sais que toutes les entreprises n'ont pas forcément cette possibilité-là. Ça nous permet d'avoir Laurie tous les jours chez nous, il n'y a pas d'interruption, et finalement, sa formation, elle se fait sur des... Enfin, je pense que c'est comme ça que tu me diras, hein, Laurie, mais oui. La montée en puissance en termes de compétences de développeur, c'est la pratique sur des projets concrets au quotidien et évidemment l'accompagnement, parce que ça nécessite que les développeurs plus aguerris, les seniors comme Sébastien ou ceux qui ont accompagné Laurie s'interrompent dans leur projet pour pouvoir accompagner Laurie. Mais c'est dans le concret, c'est dans le vif du sujet, quoi. Comment tu penses en termes de montée en compétences? Déjà, quand j'ai commencé la formation, c'était que la théorie et je manquais de pratique et je manquais d'expérience. Et grâce à l'alternance, ça m'a permis de monter en compétence avec deux projets différents avec le client. Donc voilà. Et oui, tu avais les problématiques clients en plus, tu assistais aux réunions clients, tu rencontrais vraiment la nature d'un projet dans ces étapes. Il y a forcément des contraintes. Si le client dit non, c'est pas ça, il faut modifier, quoi. Il faut suivre. Ouais, c'est vraiment on était dans la pratique, quoi. Et j'ajouterais aussi dessus qu'il y a cette base théorique qui a besoin de pratique derrière, mais aussi ce qu'on ne voit pas forcément dans la formation, c'est aussi toute la liste d'outils annexes que l'on va utiliser nous au quotidien, qu'il va falloir aussi apprendre à utiliser, apprendre à gérer, en fait des outils qui nous permettent de travailler plus rapidement et de travailler en équipe, ce qu'on ne voit pas forcément durant des formations. Il y a tout ça aussi du coup à voir. Alors, très bien, merci beaucoup. Je me permets de reprendre la parole, bien que ce témoignage soit vraiment très riche. Et d'ailleurs, les retours sont nombreux pour vous remercier de ce témoignage. On a également quelques questions complémentaires qui vont nous permettre d'avancer dans notre présentation. Alors, une question rapidement pour Clémentine. Est-ce que l'obligation d'emploi, est-ce que c'est la même pour les associations ? Oui, on est sur des entreprises, des employeurs privés. Mais effectivement, les associations, du moment qu'elles ont un effectif qui dépasse les 20 salariés, elles seront assujetties.
Voilà, Madame Poulain, pour votre réponse. Et on a une question qui va me permettre d'avancer, c'est y a-t-il un accompagnement pour la mise en place d'éléments facilitant l'accueil de la personne en situation de handicap au sein de la structure, l'organisme, l'entreprise? Donc, on va garder un peu le suspense puisque c'est une réponse qu'on pourra vous apporter dans la troisième phase de notre freeze, puisque l'objectif de ce webinaire est que vous repartiez bien avec clairement en tête les leviers que vous pouvez actionner au niveau de ces 3 étapes. La définition du besoin, le recrutement inclusif et la phase ensuite d'intégration, d'accompagnement dans l'emploi qui fait l'objet de votre question. On y viendra du coup un petit peu après. Partons tout de suite sur la définition du besoin. Donc, avec une petite question introductive à vous poser, plutôt une affirmation à laquelle vous pouvez répondre vrai ou faux, toujours pareil. Là, voilà, je ne peux pas recruter une personne en situation de handicap sur tous mes postes disponibles. Alors, à votre avis, vrai ou faux? Je lance le sondage. On va vous laisser quelques secondes pour y répondre. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors là, c'est intéressant. On a des fluctuations sur les réponses, un équilibre entre vrai et faux. Encore quelques secondes. On a encore quelques votants. D'accord, donc à la réponse, je ne peux pas recruter une personne en situation de handicap sur tous mes postes disponibles. On a 50% de vrai, 50% de faux. Donc voilà qui est intéressant. On va voir après avec nos intervenants la réponse. Alors on va commencer, si vous le voulez bien sûr, la phase de définition du besoin. Je vais laisser la parole à Cap Emploi pour du coup nous éclairer sur quels services et quels apports ils peuvent vous proposer dans cette phase de définition du besoin. Merci Caroline. Si on peut passer juste à la planche suivante, au slide suivant. Bien sûr. Là voilà. Ça permettra d'apporter un support à cette intervention. Donc, juste à titre d'information, donc les services des Cap Emploi, donc qui sont spécialisés sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des entreprises et qui ont pour mission donc d'aider et de faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap, sont en train de se rapprocher du réseau Pôle Emploi pour constituer des équipes. Alors ça restera des structures distinctes, mais qui vont travailler sur un territoire, enfin sur un lieu unique d'accompagnement, et constituer des équipes spécialisées dans les agences Pôle Emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi en situation de handicap et accompagner les entreprises. L'objectif, c'est de simplifier, d'unifier les actions qui sont menées par les deux structures, Pôle Emploi et Cap Emploi, pour être encore plus efficient, encore plus réactif et apporter plus de solutions et des solutions qui seront plus, on l'espère, qualitatives aux personnes en situation de handicap et aux employeurs. L'objet de cette plan, c'est de voir comment concrètement les choses vont se dérouler pour accompagner le recrutement d'une entreprise qui exprime ou émet un besoin. On l'a vu, le témoignage était très illustrant, très éclairant. Il est nécessaire de comprendre le besoin, d'analyser le besoin, et donc on va être amené à mener un travail de, comment dirais-je, de haute couture ou de sur-mesure, on pourrait dire, c'est-à-dire un travail qui permettra ou qui demandera en présentiel ou sous la modalité qu'il faudra déterminer, d'apprécier précisément le besoin qui est exprimé par l'entreprise, c'est-à-dire apprécier les attentes en termes de compétences professionnelles, en termes de potentiel. On l'a vu, là, on avait une situation d'une personne, d'une future salariée qui a pu démontrer un potentiel, qui n'avait pas une opérationnalité immédiate, mais qui a pu démontrer une capacité à acquérir des compétences nouvelles au travers notamment du bel outil qui est le contrat en alternance. Donc, il nous appartient de pouvoir travailler avec l'employeur pour pouvoir faire exprimer de façon précise quelles sont les compétences. Alors, on peut être amené à avoir des attentes en termes de formation, d'expérience, mais on l'a vu, de façon pertinente, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir apprécier les compétences attendues pour pouvoir exercer ou pouvoir potentiellement acquérir des compétences complémentaires qui seront nécessaires pour acquérir l'opérationnalité attendue. Donc, c'est le travail que l'on va mener de façon très spécifique avec l'entreprise, conjointement, Pôle Emploi, Cap Emploi,
et de façon très spécialisée, de façon très personnalisée. L'objectif étant de pouvoir, à partir de ce recueil de compétences, faire une analyse de ce poste et proposer, pas 50 candidatures, mais proposer 2, 3, 4 candidatures très ciblées qui permettront, avec les éléments aussi qu'on aura pu recueillir sur ce qui pourra relever du retentissement du handicap, proposer des candidatures de personnes qui seront en adéquation avec les compétences exprimées, mais aussi pour lesquelles on aura pu apprécier comment le handicap pourra devenir compatible avec la situation de travail. Compatible soit parce qu'il n'a aucun impact par rapport à la situation de travail. On peut avoir très bien quelqu'un qui, par exemple, présenterait une problématique au port de charge et à ce type de situation et qui, dans la situation de travail, ne serait pas confronté au port de charge. Donc, soit évaluer et trouver des candidatures qui, au-delà des compétences, qui est le premier élément de critère, pour lesquels on pourra apprécier et s'assurer que le retentissement du handicap n'aura pas d'impact, ou pour lesquels, comme le disait Clémentine tout à l'heure, c'est les effets de la loi, on pourra trouver des solutions de compensation. On a eu de très belles illustrations de solutions de compensation par des outils numériques, par un masque inclusif. Donc, trouver des solutions matérielles, organisationnelles, qui permettront de faire du handicap un sujet qui sera complètement intégré et considéré. Donc, le cheminement, c'est l'analyse du besoin, c'est la détermination des candidats de façon très ajustée pour qu'on puisse apporter une réponse très qualitative et après accompagner le placement en restant, comme c'était évoqué par Diane tout à l'heure, disponible, en capacité de pouvoir ponctuellement, c'est ce qui peut arriver avec n'importe quel recrutement, mais apporter des solutions, rechercher des modalités qui permettront de faciliter l'intégration de façon durable. Donc, c'est tout ce travail d'accompagnement et de sécurisation de l'intégration et de maintien, ce qu'on peut appeler maintien dans l'emploi, qui sera évoqué par la suite. Je vais m'en tenir là parce que je vois que le temps est compté. J'avais oublié donc je lève un peu tardivement mon post-it a posteriori. Et oui, c'est un réflexe qu'on n'a pas encore, donc on va le prendre, mais ça va venir petit à petit. Donc, je reprends brièvement la parole pour revenir sur notre frise temporelle. Alors, vous voyez qu'on a, donc je vous le disais, découpé entre définition du besoin, recrutement inclusif, puis accompagnement dans l'emploi. La phase de recrutement inclusif, une fois qu'on a travaillé sur la définition du besoin, vient la phase de recrutement. Et donc, une petite question avant de rentrer sur le sujet. Pareil, un sondage rapidement. Je ne peux pas parler du handicap en entretien de recrutement ou dans mes offres d'emploi. Je lance le sondage. C'est à vous. Allez-y. Donc là, pareil. Ah, là, on a une majorité qui se dégage dans les réponses. Encore quelques secondes. Allez, je partage. On a 85% de faux et 15% de vrai. Alors là, du coup, on a donc pour ce recrutement inclusif le plaisir d'accueillir avec nous. Alors, est-ce que Madame Sora de l'APEC nous entend? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur cette du coup phase de recrutement inclusif? Alors d'abord, je me présente parce que j'ai pas pu le faire au début. Donc, Corinne Sora, je suis en charge de la relation entreprise à l'APEC sur une partie d'Occitanie et ma mission est d'accompagner les décideurs RH et les dirigeants dans leur problématique d'attractivité et de recrutement cadre. Voilà, donc ça c'était juste pour l'introduction et excusez-moi pour la difficulté au démarrage. Donc, pour revenir à la question effectivement de la communication, recrutement autour du handicap, on peut parler du handicap dans ces offres d'emploi. Maintenant, il faut être vigilant à la façon dont on rédige effectivement cette mention en lien avec l'accueil ou en tout cas une entreprise handi accueillante ou le fait effectivement que les candidatures de travailleurs handicapés sont plus valorisées ou favorisées. Voilà, on sait que le cadre légal en tout cas encadre très fortement l'ensemble du processus de recrutement et dans ce cadre légal, on va retrouver 24 mentions discriminantes dont celle du handicap notamment.
Voilà, et c'est une question quotidienne qui nous est posée sur la façon dont je dois effectivement parler du handicap, notamment dans la partie de communication recrutement au travers de l'offre. Voilà. D'accord, très bien, c'est très clair. Et donc, si vous aviez donné des exemples dans le support qui va parvenir et qui est à disposition de nos participants, et là, on voit par exemple, vous avez donné des exemples de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut utiliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? De ce qu'on peut utiliser ou pas, effectivement. Donc, alors en revanche, étant donné que je suis connectée en audio, je ne sais pas du tout à quelle diapo vous êtes. Je pense que vous êtes à la diapo 13. Alors, oui, je peux m'y mettre. Je suis à la diapo 13, tout à fait. Voilà, donc du coup, effectivement, parler du handicap dans ces offres d'emploi, comme d'ailleurs de nombreux motifs qui peuvent interpeller, un des 24 motifs discriminatoires est relativement compliqué et assez subtil. Donc, effectivement, vous avez là dans le verbatim qui vous est montré des mentions qui sont prohibées. Donc, on ne peut pas effectivement réserver des postes à des personnes qui auraient la qualité de travailleurs handicapés parce que par définition, l'ensemble des postes de l'entreprise doit être ouvert à tous. Donc, quelle que soit effectivement sa situation dans l'emploi ou la mention du handicap. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on appelle une discrimination positive. Aucun poste ne peut être réservé à une personne en situation de handicap et inversement. Toutes les offres sont ouvertes à tous par principe. Donc, c'est le cadre légal du recrutement et l'handicap en fait partie. Néanmoins, effectivement, dans le cas d'une politique de l'emploi qui est donnée dans l'entreprise et sur laquelle il y a effectivement une volonté de l'entreprise d'afficher une politique de l'emploi en faveur effectivement du handicap, les postes peuvent, à condition effectivement qu'on mentionne la notion de à compétence égale, être plutôt réservés ou prioritairement attribués à des personnes en situation de handicap. Donc, dans les diapos qui vont suivre, effectivement, la 14 notamment, comment on en parle? Donc, il y a des mentions qui sont, on va dire, plus favorisées et plus acceptables, dans lesquelles on peut effectivement indiquer à compétence égale, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, ou à compétence égale, le poste est ouvert aux personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou dans le cadre de la politique de diversité de l'entreprise, on s'engage à étudier, toujours pareil, à compétence égale, toute candidature, dont celle de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, c'est valide. Maintenant, au nom du principe légal, effectivement, de non-discrimination, encore une fois, tous les postes sont ouverts par définition à l'ensemble des candidats, dont les personnes handicapées. Et enfin, une dernière diapo pour la diapo 15. Du coup, Caroline, voilà, je suis désolée, mais je n'ai pas la possibilité de suivre l'écran. Vous avez des exemples de verbatim qui sont complètement en phase avec le code, en tout cas le cadre légal de la non-discrimination à l'embauche, que vous pouvez reprendre tel quel, où vous avez effectivement une première mention qui est complètement utilisable et valide. Donc, conformément aux engagements pris par l'entreprise, en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, une priorité pourra être donnée à compétence, encore une fois, aux personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, si je ne suis pas couverte par un engagement ou un accord en faveur de l'inclusion ou de la diversité, je peux utiliser aussi cette formulation. À compétence égale, les candidatures des personnes handicapées seront particulièrement valorisées. Donc, ça, c'est aussi en lien avec ce qu'a évoqué Clémentine sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Voilà. Mais attention, une donnée très importante, c'est que pour ne pas être discriminante, toutes ces mentions doivent être présentes sur la globalité de vos offres. Voilà, on ne peut pas se dire je vais le mettre sur tel poste ou tel poste parce que, encore une fois, par définition, l'ensemble des postes doit être ouvert à l'ensemble des candidats et notamment ceux ayant effectivement la qualité de travailleur handicapé. Donc, si je le mets sur une de mes offres, cette mention doit être présente sur la totalité de mes offres. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair et effectivement, je pense que ces diapositives pourront aider les entreprises à s'y retrouver. Le temps filant, je propose que nous avancions, quitte à ce que nous revenions sur certains points ensuite, à notre frise donc et à cette fameuse, puisque nous avons vu la définition du besoin et le recrutement inclusif. Pour l'accompagnement dans l'emploi, donc on avait cette question tout à l'heure de est-ce qu'il y a des aides ou est-ce qu'il y a des choses sur l'accompagnement dans l'emploi, l'intégration, la prise de fonction. Et donc là, je vais laisser la parole du coup à Clémentine de l'AGFIP pour nous éclairer sur cette phase cruciale qu'est l'intégration de la personne. Oui, alors tout à fait. L'AGFIP, nous, on peut effectivement vous appuyer, être à vos côtés
auprès de vous, employeurs privés, du recrutement, de cette phase-là de recrutement inclusif jusqu'à l'accompagnement dans l'emploi d'une certaine manière. Après, les différents intervenants là autour de la table, c'est pas, on agit vraiment chacun, on agit en synergie, on se complète. Des fois, on propose aussi les mêmes choses. L'idée étant de vous apporter, de répondre à vos besoins, à vous en tant qu'employeur. Donc, l'idée, c'est peut-être en préambule, et après je vais dérouler. L'idée, c'est peut-être de vous ayez vraiment aucun problème à exprimer votre besoin. Peu importe l'interlocuteur en face, on saura soit y répondre, soit vous mettre en relation avec la personne adaptée si ce n'était pas notre cas. Du coup, nous, la GFIP, effectivement, on peut vous accompagner sur ces deux champs. Donc, le premier champ, le recrutement inclusif, voire même des fois en amont, hein, il n'est pas forcément obligé d'avoir un besoin prégnant pour qu'on intervienne. On peut avoir la possibilité, par exemple, de réaliser avec vous un diagnostic emploi-handicap de vos pratiques. On co-construit avec vous un plan d'action pour rendre votre entreprise plus inclusive et on vous aide aussi à le déployer, ce plan d'action. Vous n'êtes pas livré à vous-même après, on est là pour vous accompagner dans la durée. En termes de, donc ça c'était sur le volet conseil. En termes d'outillage, on a aussi un espace emploi au sein du site de la GFIP auprès duquel vous pouvez déposer vos offres, sourcer des profils. Ensuite, là où on pourra également venir vous outiller pour vous aider peut-être à attirer de nouveaux talents, à valoriser votre marque employeur, on vous propose l'opération activateur de progrès qui mobilise voilà, tous ceux qui ont la conviction finalement que les personnes en situation de handicap vont faire des progrès aux entreprises et à la société un peu tout entière. Et à titre d'exemple, pour cette 4e année, l'opération, elle rassemble plus de 3200 activateurs de progrès en France. Voilà. Et ensuite, en termes d'outillage aussi, on a un centre de ressources, nous, sur notre site internet, où on vous met à disposition gratuitement des dépliants, des guides, des témoignages inspirants, des vidéos, sur lesquels vous pouvez venir vous outiller finalement pour réussir au mieux cette étape. En termes d'aide, pour répondre aux questions qui étaient posées, dans cette phase plus précise, on va dire, de recrutement, je pensais notamment à deux sur le volet aide à l'embauche en alternance, que ce soit apprentissage ou professionnalisation. On a effectivement des aides à ce niveau-là qui sont proratisées suivant la durée des contrats. Et ces aides, elles ont été, depuis 2020, majorées justement en cohérence avec le plan France Relance, avec le contexte qu'on a tous connu, pour vraiment venir encourager les employeurs à recruter une personne handicapée en contrat d'alternance. Et cette majoration, pour information, qui peut aller jusqu'à 4 000 € pour un contrat d'apprentissage, jusqu'à 5 000 € pour un contrat de professionnalisation, elle est prolongée, cette majoration, jusqu'à la fin de l'année encore. Bon, peut-être que ça sera encore prolongé, pour l'heure, on n'en sait rien, mais elle est à minima prolongée jusqu'à la fin de l'année. Et en complément, ça me permet de rebondir sur le plan France Relance. Effectivement, l'État a lancé une aide spécifique à l'embauche des personnes handicapées, pareil, dans cette idée d'inciter les employeurs à recruter une personne handicapée, à savoir que cette aide, elle peut s'élever jusqu'à 4 000 €. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des modalités, etc. Elle est délivrée par l'ASP. Donc, c'est une aide de l'État et pareil, qui est prolongée jusqu'à la fin de l'année à laquelle vous, employeur, vous pourriez prétendre. Donc, il y a voilà, cet appui, conseil, outillage que nous, on peut vous aider sur la première partie, on va dire le recrutement inclusif. Et après, on peut également vous accompagner et vous outiller sur la deuxième partie, à savoir cette phase d'accompagnement dans l'emploi en termes d'intégration, de prise de fonction, de sécurisation. Toujours dans cette logique comme précédemment, hein, on délivre donc des aides et des prestations de services à destination des employeurs. Bon, je m'adresse à vous, employeurs, parce que c'est vous qui êtes autour de la table. Dans cette logique vraiment de sécurisation du parcours professionnel de la personne handicapée. Donc, bon, l'idée, c'est pas de vous expliquer toutes les aides existantes, mais juste de vous dire, voilà, ça peut être par exemple l'intervention d'un expert du handicap de la personne pour identifier les outils de compensation les plus pertinents finalement. Ça peut être une aide au tutorat lors de l'intégration au poste si nécessaire, ou ça peut être effectivement une aide à l'aménagement du poste de travail venant compenser finalement le handicap de la personne. Là, on travaille très conjointement avec le Cap Emploi hein, qui délivre ces aides-là et qui peut vous accompagner à monter les dossiers. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux pour ce faire. Et cette offre justement d'aide, de prestations, elle a été rénovée en 2020 aussi avec des mesures exceptionnelles pour justement s'adapter au contexte de pandémie, sécuriser encore davantage l'emploi des personnes handicapées et répondre aussi à vous, vos besoins employeurs finalement.
Donc ça, c'est pour la partie aide. En termes d'outillage, pareil, on peut vous mettre à disposition différents outils. Comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on peut avoir des dépliants, des outils de sensibilisation, que ce soit des jeux, des affiches. Voilà, généralement, ils sont clés en main. Ils sont personnalisables à vos couleurs, avec vos logos, votre nom, voilà. Et ça peut vous aider dans vos besoins de communication en interne dans cette phase-là d'accompagnement, peut-être dans l'emploi de la personne handicapée. Donc tout ça, c'est mis à disposition gratuitement. Bon, j'avais fait un point spécifique pour les entreprises de 250 salariés plus. Je ne sais pas s'il y en a avec nous aujourd'hui. Toujours est-il qu'on a mis en place, nous, des modules d'appui à la professionnalisation pour les accompagner au mieux sur ce sujet. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de moi si vous êtes intéressé. Et enfin, toujours dans cette idée de monter en compétences, mais ouvert à tout le monde cette fois-ci, on a un réseau des référents handicap en Occitanie où on se réunit régulièrement. Et ce sont toutes les personnes voilà, qui portent le sujet du handicap dans l'entreprise, qui sont les bienvenues, et on échange voilà, sur des thématiques diverses et variées. L'idée étant de vous faire monter en compétences, de partager les bonnes pratiques, d'échanger entre pairs. Voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, le temps étant compté en plus devant vous quitter, mais voilà, l'idée c'est peu importe, même si vous n'êtes pas au clair sur auprès de qui je dois faire appel, etc., exprimez votre besoin et nous on saura très bien vous y répondre ou vous mettre en relation avec la personne adaptée. Et je crois qu'on a les coordonnées à la fin du support, donc il ne faut pas hésiter à nous écrire. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Clémentine. Effectivement, vous l'avez dit, on l'a rajouté à la fin du support et qui est un point essentiel que vous avez déjà souligné. Et vous voyez, on a fait venir une entreprise pour témoigner de son expérience et mettre voilà, donner un exemple d'une success story, d'une expérience qui s'est bien passée et qui aboutit aujourd'hui sur un recrutement en CDI. Et encore bravo pour cette expérience et ce partage. C'est une expérience. Il peut y en avoir autant d'autres que d'entreprises et que de candidats rencontrés. Et c'est l'objectif de cette frise un peu. Et comme l'a dit Clémentine, il n'y a pas une bonne porte d'entrée. L'idée, là, aujourd'hui, c'est qu'on est réunis avec l'APEC qui nous écoute, l'AGFIP, Cap Emploi, Atlas. On est là, en fait, autour de la table en synergie en tant qu'acteur du prix Occitanie. Donc là, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Pour vous dire que peu importe la personne avec qui vous conversez au début, vous exprimez votre besoin. Il faut en parler librement. Et si on n'est pas l'expert sur le point que vous soulevez, on saura rediriger vers du coup les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. On a l'habitude de travailler ensemble, donc il y a vraiment pas à hésiter. Et les leviers peuvent être différents en fonction des entreprises. Oui, Clémentine. Juste pour vous remercier, je dois vous quitter. Voilà, merci encore et n'hésitez pas, je vous laisse poursuivre. Au revoir. Au revoir. Et au revoir, Clémentine. Du coup, peut-être Christelle, tu voulais peut-être ajouter aussi quelque chose par rapport à la phase d'accompagnement, de prise de fonction, même si tu nous as déjà un petit peu parlé de l'accompagnement d'Atlas sur l'alternance. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Non, je confirme tout ce qui a été dit. On travaille vraiment de concert. Ce qu'il faut retenir pour les entreprises qui nous regardent aujourd'hui, si elles sont adhérentes à Atlas, c'est forcément qu'elles ont un conseiller formation et c'est pour nous la porte d'entrée pour accompagner au mieux l'entreprise. On sait très bien que l'actualité au niveau de la formation, du recrutement, de la réglementation, tout ça évolue très rapidement. Et pour se tenir au fait, c'est vraiment le conseiller qui peut être là pour étudier avec vous votre activité, votre besoin en formation, votre besoin en termes de compétences et effectivement relayer auprès des autres partenaires si besoin est pour encore affiner le projet et aller plus loin dans la démarche. Je voudrais juste rajouter deux choses si j'ai le temps. Pour nous, ce qui est important au niveau de l'OPCO aussi, c'est effectivement pour sécuriser le parcours, c'est effectivement le tutorat. On l'a vu avec Sébastien, c'est pour nous un élément clé et un facteur de réussite sur le parcours en alternance. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, nous, deux dispositifs. Donc, la possibilité de former les tuteurs qui sont en entreprise, parce qu'on peut être un très bon professionnel, mais bon, même si on est volontaire, la pédagogie à acquérir et pour mettre en place cet accompagnement. Donc, on propose des formations. Alors, ce n'est pas nous qui les proposons, mais on les finance auprès d'organismes de formation qui ont été choisis et sélectionnés par l'OPCO.
Et on propose également, puisqu'on sait que le tutorat, c'est du temps mis à disposition et on souhaite vraiment valoriser cette mission qui est très importante, on propose également un forfait à la mission tutorale, donc qui est alloué, hein, c'est une enveloppe qui est allouée également à l'entreprise pour l'accompagner au mieux dans sa démarche. Voilà, et juste sur l'Occitanie, aujourd'hui, enfin actuellement, on a effectivement, on mène des actions au niveau national, mais aussi au niveau région, pour promouvoir l'alternance, pour promouvoir et développer l'insertion des personnes en situation de handicap. On met en place ce qu'on appelle, en collaboration avec la GFIP, avec Pôle emploi également, des formations préalables au recrutement. Et ça aussi, c'est un dispositif qui peut être mobilisé, ça s'appelle une POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif. C'est un dispositif qui peut être mobilisé pour nos entreprises qui sont à la recherche de nouveaux candidats, qui souhaitent les former. Et là, ce dispositif, il est mis en place sur le métier de technicien helpdesk, donc technicien support dans le secteur du numérique. Et c'est une formation qui est financée par Pôle emploi et par Atlas en amont d'un recrutement. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous rapprocher de votre conseiller formation. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup, Christelle. Pour ne pas laisser nos participants repartir avec des interrogations, j'en relèverai deux qui restent. On a une question par rapport aux organismes de formation. Y a-t-il une aide, des conseils, un accompagnement délivré aux organismes de formation afin de recevoir dans les meilleures conditions les personnes en situation de handicap? Alors ça, c'est une excellente question, puisque si on veut que ça se passe bien pour tout le monde, notamment dans le cadre d'une alternance, par exemple, il faut que l'entreprise, le CFA, l'organisme de formation soit dans les meilleures conditions pour recevoir la personne en situation de handicap. Donc oui, il y a des conseils. Notamment, et là je laisserai si jamais mes collègues intervenants veulent aussi intervenir pour compléter, il y a notamment la ressource handicap formation de l'AGFIP qui est très fournie sur ce champ-là. Vous avez des conseils tant sur l'accueil, mais aussi sur le volet pédagogique pour adapter les contenus en fonction du type de handicap. Et enfin, c'est une mine d'informations considérable. Donc, je répète, c'est la ressource handicap formation. Moi, je vous invite vivement à y aller. Vous avez également des contacts utiles en fonction de votre région où vous pouvez contacter directement le contact régional pour voir s'il y a des spécificités par rapport à votre organisme de formation ou si d'aventure vous ne trouvez pas la réponse dans la ressource. C'est un levier que vous avez de contact. Donc ça, c'était pour les organismes de formation. Et j'ai également une personne qui n'a pas compris la réponse à la dernière question du sondage. Et là, je parle sous le contrôle de notre intervenante de l'APEC. Donc l'affirmation du sondage qu'on a présenté en dernier, c'était « Je ne peux pas parler du handicap dans mes offres d'emploi au moment du recrutement ». La question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On a vu grâce à l'APEC qu'en fait, on peut en parler. Et dans les slides, vous avez les expressions, la terminologie idoine et du coup adéquate que vous pouvez mettre dans l'ensemble de vos offres d'emploi. On a bien compris que c'était hyper important de communiquer de la même façon sur toutes les offres d'emploi. Ça, c'est la première remarque. Et je fais le lien avec une info que Clémentine nous a donnée avant de partir. Elle parlait de la ressource formation, le centre de ressources de la GFIP. Il y a des vidéos à disposition. Et dans ces vidéos, vous en avez une qui s'appelle « Comment recruter une personne handicapée ». Et dans cette vidéo, vous avez, qui dure 2-3 minutes, des clés pour savoir ce que vous pouvez dire, ne pas dire lors d'un entretien de recrutement. Donc, vous verrez, pour vous donner une piste de réponse, que la clé, c'est de rester sur des questions à visée professionnelle, non intrusive et qui juste parlent du poste de travail et des besoins de la personne. Voilà. Et donc, je vous invite à consulter cette vidéo qui est très bien faite et qui vous donne vraiment des pistes de questions à poser. Donc voilà, c'était la réponse au sondage. J'espère que Madame Poulain, que ça vous a davantage éclairé. Et puis pour le côté offre d'emploi, vous avez tous les exemples donnés par l'APEC dans le support. Alors, est-ce que quelqu'un, peut-être des intervenants, souhaite rajouter quelque chose? Madame Sora de l'APEC, même si on ne vous voit pas, si vous voulez rajouter. Ah, il y a Monsieur Abitboul aussi qui lève la main, oui. Ah, oui, alors, merci on va beaucoup. commencer par oui, elle ne nous voit pas. ouais,
Oui, merci. Donc effectivement, pour rebondir sur la question, effectivement, on peut bien sûr, hein, voilà, parler de ces offres d'emploi, voilà, dans ces offres d'emploi de handicap. Voilà, ça a été très très bien résumé. Merci beaucoup. Non, juste rajouter effectivement qu'il faut pas hésiter. Alors comme le disait effectivement Clémentine, on est tous en partenariat, on travaille très bien ensemble, donc on saura renvoyer vers qui en fonction de son domaine de compétences, effectivement, en tout cas quel partenaire. En tout cas, en amont de la diffusion d'une offre d'emploi, si vous avez une question sur la formulation d'une donnée comme celle de l'handicap, on peut effectivement vous accompagner avant la mise en ligne sur la rédaction et donc du coup la formulation idoine. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, monsieur Abitboul. Allez-y. J'ouvre mon micro, excusez-moi. Très rapidement, effectivement, par rapport à la question de savoir si on doit ouvrir tous ces postes aux personnes en situation de handicap, au-delà de l'aspect légal, je crois que tout simplement, on l'a vu, il y a une grande diversité de situations de handicap, une grande diversité de compétences, donc toutes les offres peuvent être ouvertes, hein, au-delà de l'aspect légal. C'est-à-dire dès lors qu'après, on pourra faire tout le travail d'évaluation et de recensement des besoins, de l'expression du besoin et de recherche du candidat idoine. Donc, il y a l'aspect légal qui s'impose à nous, à toute entreprise, mais il y a aussi la réalité, la dimension très concrète qui fait que n'importe quel poste d'offre, n'importe quelle offre d'emploi est tout à fait recevable et potentiellement accessible à une personne en situation de handicap. Alors, merci beaucoup pour ce complément effectivement capital et du coup je ferai un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, tant sur ce que vous avez tous évoqué, hein, l'aspect compétence et humain déjà qui est effectivement essentiel, et puis l'aspect, vous avez parlé tout à l'heure du masque inclusif, hein, chez Webatrio, puisque c'est une des solutions que vous avez trouvées pour mieux communiquer tous ensemble. Et moi ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qui est souvent très intéressant et étonnant quand on met en place une solution pour répondre aux besoins d'une personne, aux besoins d'accessibilité, c'est qu'on se rend très vite compte que cette solution rend service à tout le monde, situation de handicap ou pas, puisque dans le contexte de la crise sanitaire, beaucoup de gens ont évoqué le fait qu'on ne voyait pas tout le visage quand on parlait et que étant malentendant ou pas, peu importe, ça nuit en fait à la communication directe. Donc, il se trouve que le masque inclusif a aussi rendu service à des gens qui ne sont pas forcément malentendants. Et on voit là un exemple d'une solution d'accessibilité qui au final rend service à tous. Et ça me fait peut-être que ce sera le mot de la fin suivant ce que vous souhaitez ajouter, mais on a une très belle série de courts-métrages, de petites capsules vidéo qui circulent actuellement sur France Télévisions, qui sont justement des capsules vidéo qui prennent dans différents domaines de la vie courante, le multimédia, le sport, la cuisine, des inventions qui ont vu le jour parce que il fallait répondre à un besoin d'une personne en situation de handicap et en définitive, répondant à un besoin plus général et rendant service à tous, c'est des éléments qui ont été démocratisés. Je pense notamment au SMS. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ces vidéos diffusées par France Télévisions, qui sont très bien faites. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'il était dit plus tôt sur le fait qu'on a une synergie entre tous les acteurs qui sont ici présents, on a mis la fiche des contacts. Donc, peu importe que vous soyez en contact avec Cap Emploi, l'APEC, l'AGEFIP ou l'OPCO Atlas, toutes les portes d'entrée sont les bonnes. Et au moment où l'expertise s'arrête et où si on perçoit que un des interlocuteurs ou un de nos partenaires sur le territoire est plus à même de répondre, en fait, on saura tous autant qu'on est redirigé vers la bonne porte d'entrée et la bonne réponse. Alors, je vais… Oui, Laurie. Voilà, justement, je tenais à vous remercier pour votre attention et de ta sensibilité sur les personnes à situation de handicap qui ont du mal à trouver du travail et qui ont la difficulté de trouver du travail. Et voilà, je remercie de votre accompagnement
Je suis un peu fatiguée, j'ai trompé des mots. Ouais, merci, en tout cas, merci. Vraiment, ça me touche ce que vous faites, en fait. T'imaginais pas qu'il y avait tout ça derrière, peut-être? Il y avait toute cette organisation. Ouais, l'organisation, tout ça, c'est super, quoi. C'est super, et continuez, franchement, voilà, merci. Merci à toi, Laurie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ouais. Parce qu'effectivement, ce qu'on remarque dans tout ça, c'est que la plus grande difficulté, le plus grand frein, c'est la méconnaissance. Et c'est grâce à des témoignages et des cas concrets comme on a aujourd'hui qu'on arrive à lever certains freins et d'aller de l'avant pour un meilleur recrutement inclusif. Ouais. Donc, merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour le Au revoir. Merci, très bonne journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais.